Bonjour! Donc dans cette vidéo, on va avoir plusieurs interviews de calligraphes spécialisés dans des domaines différents. Je l'ai découvert quand j'étais adolescent à l'occasion d'une exposition à Florence en Italie, à la bibliothèque Laurentienne, d'une exposition de manuscrits dans cette magnifique bibliothèque. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais impressionné par la forme déjà, la forme des lettres et des mots, très tôt, je crois 4 ou 5 ans maximum. Parce que impatiemment, j'ai attendu d'aller à l'école pour apprendre, pour faire de calligraphie, pas pour apprendre d'écrire et lire. C'était ça. J'ai embêté ma mère permanent de dire, voilà, j'ai vu quelque chose par exemple, dans le bazar, dans le mosquée, dans le boutique, quelque chose, c'était en forme comme ça. Comme ça, j'essayais de m'imiter dans l'air, comme ça. Chaque fois qu'il me demande qu'est-ce que tu voulais devenir comme métier, moi je disais artiste calligraphe. Quand j'étais tout petit, j'ai vu sur la porte, sur un mur, il y a la calligraphie de mon père. Sur le mur, je me souviens, c'était un texte connu. Pour moi, c'est très connu parce que quand j'étais à primaire, on a appris ce texte. Ça s'appelle Ji Nian Bai Qiu En, comme durant la guerre, comme il est un médecin, donc il travaille pour sauver la vie. Moi, je pense que c'est une chose très importante. Ça faisait partie de mon activité de graphiste. Dans la galaxie des graphistes, je dirais qu'il y a différentes disciplines, et moi j'étais un graphiste mais spécialisé dans la lettre, donc création d'alphabet typographique pour la communication d'entreprise, par exemple, une entreprise veut sa propre identité typographique. J'ai travaillé longtemps pour des agences alimentaires, par exemple, j'ai dessiné la police de caractère pour Bonne Maman, ou pour Nestlé Dessert, ou des choses comme ça, enfin voilà. Et la calligraphie faisait parfois partie de ces travaux. Pour moi, la calligraphe, ça fait partie de ma vie, c'est mon passe-temps préféré. Moi, je considère la calligraphie, c'est la cœur de la culture chinoise. Plus important que, comme ça s'appelle, la langue. La langue, évidemment, ça construit avec des caractères. Mais quand on apprend la calligraphie, il faut analyser précisément un caractère. C'est une image. C'est les ancêtres qui regardent la nature et après qui réhument et après qui forment. Finalement, qui fixent les caractères. Et après, c'est pour présenter les caractères, pour communiquer. Je me souviens, à Paris, il y a un maître, il s'appelle Xiong Bingming. Il a dit que la calligraphie, c'est le cœur du cœur de la culture chinoise. 书法是中国文化核心的核心。Oui, je crois que ça aide énormément ma perception sur l'art de calligraphie. Et la chance que on pouvait voir les belles modèles, les beaux calligraphies presque partout, à l'époque surtout, qui était tout est manuel, tout était calligraphié. Et le maître calligraphe aussi, oui, ils ont un statut assez important, prestigieux et respectueux. En France, je ne voulais pas te comparer parce que déjà le temps est différent, et aussi parce que de toute façon, l'art de calligraphie en Europe, en général, en Occident, historiquement, n'était pas un art majeur. Donc, ils ne considéraient pas comme un art majeur parmi le reste domaines artistiques, disons classiques, comme peinture, sculpture, musique, théâtre, danse, etc. Par contre, dans la civilisation islamique, ils considéraient comme l'art dominant même. Aussi dans la civilisation asiatique, la calligraphie, c'est un autre statut, une autre philosophie, un autre regard. Si c'est globalement, la calligraphie, ça vient de littérature, c'est sûr. Ouais, ça vient de l'histoire, ça vient de philosophie. Comme si trois parties sont indissociables. Parce que
Par exemple, aujourd'hui, je voudrais écrire une œuvre de calligraphie, mais qu'est-ce que j'écris? Mais la première question, c'est le contenu. Le contenu, c'est quoi ça? Le contenu, c'est littérature. Quel mot? Ouais, quel mot? Et parfois, ce mot, ça vient de quel ancien texte? C'est histoire. Ça dit, mais comment on organise des mots? Comment on organise une phrase? Comment on exprime cette phrase profondément? C'est pour présenter quoi? C'est la philosophie. Donc, c'est ces trois parties ensemble. L'histoire de la calligraphie latine, ça remonte il y a plus de 2000 ans. Il y a de nombreux alphabets qui jalonnent toute cette période. Rustica, onciale, caroline, mérovingienne, les écritures gothiques, l'anglaise, la chancellerie, etc., etc. Et puis dans chacune de ces écritures, il y a des variantes aussi. Voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de styles d'écriture. Après, il peut y avoir des histoires intéressantes. À partir du XVIIe siècle, une corporation des maîtres écrivains qui avaient également un pouvoir judiciaire. Ils étaient là pour démêler les vrais des faux documents, etc. D'accord. Et c'était parti d'un secrétaire calligraphe, secrétaire de Charles IX, qui avait contrefait la signature du roi. C'est au moment des guerres de religion, c'était un huguenot, il s'est fait prendre, et il a été exécuté en place de Grève. Voilà, ça allait loin quand même. Ouais. Et à partir de là, on a créé une corporation des maîtres écrivains, qui était là pour enseigner l'écriture, la pratiquer, mais aussi ils avaient ce pouvoir judiciaire de démêler les vrais des faux documents, etc. Bon, calligraphie persan, c'est un style qui est dans la catégorie, disons, calligraphie islamique ou bien calligraphie arabe. Dans l'histoire de l'islam, qui est dans le XVIe siècle, en Iran, il y a un style qui a créé, parmi d'autres aussi, mais cette fois-ci, un style qui s'appelle persan ou farsi ou nastalir, ça dépend, parce que les Arabes l'intitulaient comme style farsi, c'est-à-dire persan. En Europe, il est intitulé comme style persan. Et en Iran, on l'appelle nastalir. C'est une raison historique, parce que c'est un mélange de deux styles, nasr et talir, donc il s'appelle nastalir. Dans le XVIe siècle, créé par un calligraphe en Iran qui s'appelle Mir Ali Tabrizi. Et très vite, il est devenu comme un style dominant dans la civilisation islamique. Et à partir de ce moment, je peux dire aussi qu'il y avait un changement d'orientation du texte dans la calligraphie qui est très important. Parce qu'avant cette période, calligraphie, comme toutes les civilisations, était plutôt consacrée sur le texte sacré, coranique ou bien sacré, des textes religieux. En Iran, à partir de ce moment, la calligraphie est devenue plutôt de calligraphier les textes poétiques. C'est un point historique très important, pas seulement par rapport des styles calligraphiques, aussi par rapport de contenu calligraphique. Donc aujourd'hui, une grande partie de calligraphie persan sur les textes poétiques littéraires. Je dirais c'est les deux. À toutes les époques, il y a différents types d'écriture. Il y a l'écriture de la vie quotidienne. Avant l'imprimerie, il y avait les écritures des livres. Oui. Simplement. Donc là, l'écriture savante, très soignée, etc. Parfois, qui peut avoir une dimension artistique, effectivement. Et puis, il y a aussi, à toutes les époques, des écritures qui sont là pour embellir les textes officiels, des calligraphes qui étaient plus des artistes, effectivement, qui étaient capables de faire des prouesses calligraphiques. Oui, la calligraphie, tout d'abord, c'est l'écriture. Et ensuite, le deuxième, c'est l'art. Moi, j'écris un caractère correct. Peut-être c'est pas beau, mais tout le monde qui peut identifier, on dit c'est l'écriture. Et ensuite, si je voudrais écrire plus belle, ça veut dire là, ça a petit à petit touché la calligraphie. Dans la calligraphie classique traditionnelle, les mots, les textes sont essentiels. Les choix, d'abord.
Il y a d'autres perspectives qui sont importantes, philosophie, spirituelle, religion, poétique. Et là, donc pour calligraphe, est tellement important parce que finalement, on n'est pas dans l'écriture normale, on est dans l'écriture sélectionnée. C'est-à-dire que tu es en train de créer un texte, pas pour écrire, pour calligraphier. C'est comme tu choisis une parole, une lyrique, une poésie pour chanter. C'est pas pour communiquer seulement. Donc pour chanter, on a besoin de choisir une parole qui est déjà au niveau de sentiments, de relations profondes entre l'artiste et le choix. Et deuxièmement, à travers de calligraphie, tu présentes tes pièces aux audiences. Disons, il va dans la société, ils vont voir, ils vont lire, il faut exposer, etc., comme une pièce de musique aussi. Et pour moi, il y a un troisième aspect qui est très important, c'est que pour une démarche intérieure, philosophique et spirituelle de calligraphe, on a besoin de modifier soi-même, de travailler sur soi-même à travers de sens de signification des choses. Donc, on peut pas être banal qu'on puisse produire des choses profondes. Comme Rumi, il a dit lui-même aussi, ذات نایافته هستی باش چون توانت. C'est-à-dire, si tu n'as pas un essence de toi-même, tu ne peux pas présenter ça. De toute façon, l'art et calligraphie aussi, c'est un reflet, c'est une présentation de l'âme et l'intérieur de l'artiste, comme un aura qui dégage. J'avais la chance, depuis enfant aussi, je faisais la musique. C'est pour ça que j'ai inventé, développé le concept musique-calligraphie, qui était ma recherche universitaire aussi. Donc pour moi, c'était toujours quelque chose qui était avec moi, sur mon épaule à droite, notre épaule à gauche. Moi, quand je fais la calligraphie, ou je vois la calligraphie, pour moi, c'est musique, ou bien musicalité plutôt. Donc, il y a des musicalités très très fortes dans la calligraphie, qui est dans les structures de calligraphie, on le voit exactement la même chose dans la musique. Il n'y a pas forcément besoin de lire, d'avoir une connexion esthétique, de beauté, harmonie. Et d'autres choses qui est très intéressant pour moi, c'était ça, que dans la musique et dans la calligraphie, on a des éléments qui sont déjà formés. Dans chaque style, les lettres, ils ont formé dans une forme presque absolue. C'est ce qu'il fait calligraphe en réalité, il compose, il recompose. Il ne crée pas les lettres, les alphabets. Ces mots composent, déjà c'est une terminologie musicale. Donc, déjà vous apprenez de les reproduire dans la manière parfaite, comme un musicien qui essaie de jouer une note parfaite, juste. Et petit à petit, dans le niveau composition, il va recomposer les sons qu'ils ont là, les matières qu'ils ont là. La calligraphie, c'est la même chose. Que dans d'autres domaines artistiques, ce n'est pas forcément ça. J'aime bien un maître, il s'appelle Shen Zhou. Shen Zhou, c'est un maître à la dynastie Ming. Il a écrit aussi le poème. Dans ces poèmes-là, évidemment, il y a des philosophies. Je préfère ces explications. Ça veut dire la pensée. Mais la techniquement, des styles de calligraphie. Là, moi, je préfère les œuvres de dynastie Han. Dynastie Han, ça s'appelle Li Shu. Li Shu, c'est l'écriture officielle. Ou, on appelle aussi, c'est l'écriture chancellerie. Comme à cette époque-là, il y a tellement de styles. C'est très varié. Oui, c'est très varié. Donc, comme le style n'a pas encore fixé, donc on a beaucoup d'imagination. Ça veut dire je peux s'inspirer vers ce côté-là, je peux s'inspirer vers l'autre côté. Mais plus récent, par exemple, j'aime bien aussi la maître Yan Zhenqing. C'est un grand maître au milieu de la dynastie Tang. J'aime bien son écriture courante. Il a dit, ça ressemble, c'est une petite phrase, ça s'appelle, chinois, ça s'appelle Ren Sheng Ru Ji. En face de moi, c'est la vie.
Donc moi, je passe ma vie calmement. Ça veut dire la vie, c'est comme une station. Alors déjà, le numérique a bouleversé beaucoup de choses. Dans les années 90, ça a déjà changé énormément de choses, pour les typographes, calligraphes aussi. Dans un premier temps, il y a eu des métiers, par exemple, qui ont été balayés par l'arrivée du numérique. Par exemple, les peintres en lettres, qui peignaient les enseignes des magasins, par exemple, des choses comme ça, qui faisaient ça à la main, ont été remplacés par des machines qui faisaient de l'adhésif, avec de la découpe laser. C'était beaucoup plus graphique. Voilà. Pour autant, depuis quelques années, il y a un renouveau des peintres en lettres qui reviennent à ces traditions, parce que ça apporte quelque chose que le numérique n'a pas. Quand vous écrivez dans votre carnet, c'est votre écriture, et votre écriture va transcrire éventuellement votre humeur du moment, etc. Si vous êtes bien, si vous êtes énervé, ça va se retranscrire dans l'écriture. À chaque fois, c'est une trace unique. C'est ça l'intérêt de la calligraphie, c'est que quand bien même on maîtrise tout à fait les gestes, etc., qu'on apprenne le même modèle, chaque personne va faire quelque chose de différent. Moi, je pense là, c'est la différence entre les techniques et l'être humain. Sinon, c'est pas, on dit, les techniques numériques qui peuvent arriver toutes des formes variées. Là, c'est sûr. Mais le plus riche valeur de la calligraphie, c'est pas la forme. C'est encore plus profond. C'est au-dessus de la forme. Ouais, c'est la pensée d'être humain. Écoutez, moi, je ne vois pas la calligraphie le centre du monde. Malgré, pour moi, personnellement, c'est le centre de moi. C'est pour ça, quand je parle de numérique, je ne sais pas, intelligence artificielle, des choses comme ça, c'est pas la question de calligraphie. J'ai un petit peu de nostalgie pour l'homme, sa place dans l'existence plutôt que calligraphie. Et donc, calligraphie, c'est une petite partie de l'homme. Dans toutes les manières, elle va continuer sa vie. Et ça va trouver sa manière. Comment, je ne sais pas. Comme peut-être dans le XVIIIe siècle, quand l'imprimerie a créé, ils ont commencé à imprimer, etc. Tout le monde dit, ah voilà, c'est fini, calligraphie, etc. Mais on ne voit pas qui s'arrive. La calligraphie a continué son chemin, parce que c'est une rivière. Mais en général, pour moi, que je viens d'une société, peut-être dans un environnement très très lié de la nature, je vois sans avoir de nostalgie, je vois comment on est en train de perdre plus en plus notre côté qui est lié de la nature. Et quand on s'éloigne, on est de s'éloigner de le principe, à mon avis, de l'existence. Et ça, c'est dangereux. À cause de numérique, de cette technologie en général, les nouvelles générations, avec plein de notions, ils ont totalement étrangers. Ils ne le voient pas. L'harmonie, ils ne le voient pas, parce que l'harmonie, c'est la leçon de l'existence de l'univers. Synchronisation, c'est une leçon de l'univers. Tolérance, c'est une leçon de l'univers. Résistance, solidarité, etc. Tout ça, c'est pas les leçons morales dans le livre, tout ça. C'est quelque chose que déjà, ça existe si tu regardes un petit peu la nature plus profonde, si tu vis avec, tu vois tout ça. C'est pour ça qu'on tombe très, très vite dans la dépression, parce que on n'est pas compris que le changement, c'est une partie de la vie, dans la nature aussi. On a des différentes saisons différentes, donc il va diminuer, il va augmenter, diminuer, tout ça. Donc on est tellement, pour nous, c'est quelque chose de naturel, tu comprends? Et quand on est dans l'appartement, quand on est tout le temps devant des choses que c'est nous qui choisissons, donc on n'a pas cette conscience très, très naturelle de comprendre que le bas et le haut, c'est quelque chose de complètement naturel et logique, sans avoir peur. Comme maintenant, les gens, avec cette mode de vie, dès qu'ils tombent dans le bas, ils tombent dans la panique, ils tombent dans la dépression, ils tombent dans des choses qui, tu comprends? Pour moi, je vois comme ça. Et que les gens qui sont dans la nature, qui ont grandi dans la nature, qui touchent la nature, ils voient tout ça.
Il voit comment, je ne sais pas, des animaux l'aident l'un des autres, il voit les plantes, les fleurs, les arbres, etc., etc. Donc, moi, je suis plutôt inquiet pour ce côté que calligraphie, parce que calligraphie, c'est une partie de tout ça. Ça, c'est un petit extrait de Rumi, Jalaluddin Mohammad Rumi, qui disent « Har ja ravam ba man ravi, har manzili mahram shavi ». Juste, j'ai écrit une petite partie de cette poésie qui disent « Là où que je vais, tu es déjà là ».